Bonjour! Aujourd'hui, on va parler des relations hôtes micro-organismes. Donc, dans le fond, ce qu'on veut expliquer avec ça, c'est quel genre de relations vous établissez avec vos micro-organismes. Ou quelles sont les relations que vos micro-organismes établissent avec vous. OK? Donc, on va voir qu'il peut y avoir des relations très positives entre les micro-organismes et notre corps, mais de toute évidence, OK, on va en voir qui sont négatives. On s'entend que la COVID-19 est une maladie causée par un virus qui n'est pas très sympathique à notre endroit. OK? Donc, à ce moment-là, la relation va être négative. Allons-y. C'est un très court chapitre, vous allez voir, c'est pas très long. Donc, notre microbiote, OK? De la naissance à la mort, il va évoluer. OK? Puis là, je dis même plus, là, parce que notre cadavre par la suite va être affecté par la croissance plus importante de certains micro-organismes que d'autres. Bref, les micro-organismes qui vivent sur nous, en nous, OK? Ça évolue tout le long de notre vie. Quand vous naissez, OK? Dans le ventre de votre mère, OK, vous êtes pratiquement pur. OK? Très peu de micro-organismes peuvent vous atteindre quand vous êtes à l'état fœtal. Il y a quelques virus là, qui peuvent vous atteindre, quelques protozoaires aussi. OK? Mais généralement, OK, on est pratiquement pur. Mais dès la naissance, OK, dès la naissance, surtout si c'est une naissance par voie naturelle, donc par voie vaginale, vous allez être en contact avec des bactéries et des levures qui se trouvent au niveau de la cavité vaginale. Puis ça, bon, ça peut avoir l'air épouvantable, mais ça peut être très positif, OK? Parce que ces micro-organismes-là vont constituer la base de votre microbiote. Donc, on va commencer à développer notre propre microbiote à ce moment-là. On va stimuler notre système immunitaire aussi, OK? Parce que, de toute évidence, il pourrait y avoir dans la cavité vaginale ou dans l'environnement de notre naissance des micro-organismes qui voudraient s'en prendre à nous, OK? Donc, notre système immunitaire, il faut le stimuler, là, OK? Il ne l'a jamais été. Donc, on commence à le stimuler tranquillement. Si, OK, comme moi, par exemple, mes deux garçons sont nés par césarienne, OK? Donc, clairement, ils n'ont pas été soumis, on va dire, à la même pression de micro-organismes que s'ils avaient vu le jour par une voie naturelle. Ce qui fait en sorte, OK, que leur système immunitaire n'est pas aussi stimulé, que leur microbiote peut prendre plus de temps à se développer. Je ne pense pas que ça a été le cas pour mes enfants, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, là. Mais certains médecins, OK, ce qu'ils vont faire à la naissance d'un enfant par césarienne, vont prendre un tampon stérile, vont le passer au niveau vaginal de la mère et vont en appliquer sur le corps de l'enfant. Dire quel comportement étrange, OK? Mais dans le fond, c'est qu'on veut simuler, OK, ce qui serait arrivé de toute façon par une naissance naturelle et on va aider l'enfant donc à bâtir son microbiote et à stimuler son système immunitaire, OK? Puis l'enfant, bon, qui naît, par la suite, donc, va se nourrir. Puis le fait qu'on le nourrisse, en fait, que la mère, ce ne sera pas moi, c'est sûr, okay, que la mère le nourrisse au sein, ou que ce soit une formule, bien, ça aussi, ça va influencer le microbiote de l'enfant. Okay? Si l'enfant est nourri de façon naturelle, ça va être plus un certain type de bactérie qui va être présente dans le lait maternel ou au niveau de la peau de la mère. Okay? Tandis que c'est de la formule, mais ça risque d'être autre chose. Donc, ça va changer. Le fait aussi, quand on est, on n'a pas de dents, okay? Mais quand les premières dents apparaissent, okay, ça va changer tout l'écosystème de la bouche. Parce que quand on n'a pas de dents, okay, quand on est bébé, il y a des bactéries qui ont de la difficulté à s'accrocher sur soit les gencives, le palais ou quoi que ce soit, donc les structures de la bouche. Et aussi, les tissus de l'épithélium buccal, c'est des cellules aussi qui vont se détacher, qui desquament facilement. Donc, les bactéries, ils peuvent s'attacher un peu à l'épithélium, mais l'épithélium est remplacé. Okay? Donc, dès que les dents apparaissent, là, on a une structure fixe, solide, qui peut être quand même un peu plus poreuse aussi. Donc, les bactéries ont plus de facilité à s'attacher à ces surfaces-là. Puis là, toute évidence, bien, il faudra brosser, parce que si on ne brosse pas, les bactéries vont s'accumuler, vont créer des biofilms, peuvent causer dans certains cas la carie. Puis là, faire attention. Okay, je fais une parenthèse, là. Quand on parle de carie chez le jeune enfant, il y en a qui pourraient se dire oh, c'est pas grave, les dents vont tomber, on n'investira pas sur des plombages ou sur des traitements dentaires. Faire attention. Okay? Ces caries-là peuvent avoir un effet important sur la santé du tissu, bon, de la gencive, mais pourrait avoir un effet aussi sur la dent qui est en dessous. Okay? Donc, sur les dents d'adulte qui s'apprêtent à pousser peut-être plusieurs années plus tard. Okay? Mais ça peut avoir des conséquences. Donc, il faut prendre soin des dents de l'enfant. Et si carie il y a, même si ce sont des dents de lait qui vont tomber éventuellement,
investissez un petit peu, plombage, peu importe, faites ce qu'il faut. Puis au pire, ben, quand la dent est perdue, ben là, vous verrez, OK, il y a 100 pièces qui viennent de tomber de la bouche de mon enfant, mais au moins vous aurez sauvé les dents d'adulte. Bref, donc le microbiote va évoluer, puis il va évoluer en fonction de où vous vivez, donc dépendamment des régions du monde où vous êtes né. Vous n'avez pas nécessairement le même microbiote que quelqu'un peut-être que vous connaissez qui habite dans un autre pays. Pourquoi? Les micro-organismes ne sont pas les mêmes. L'eau, la nourriture. Le simple fait, on va comparer, là, juste 2 personnes au Québec. Par exemple, moi et mon frère. Donc, relativement la même génétique. On est nés dans le même environnement, mêmes conditions économiques, donc on a mangé, disons, les mêmes choses. Mais supposons que moi, je suis végétalien, puis mon frère est un carnivore assumé. C'est pas vrai, là. Je donne un exemple. Bien, ça aussi, ça va influencer le microbiote. Donc, on n'aura pas le même type de micro-organisme, les mêmes proportions de micro-organismes, puis ça va avoir une incidence. Ça peut avoir une incidence sur notre santé, sur la prise de poids. Le microbiote peut avoir une incidence sur des problèmes cérébraux. Donc, ça peut entraîner aussi des maladies auto-immunes. Il y a plein de choses sur lesquelles notre microbiote a une influence. Sur la facilité que l'on aura à digérer, métaboliser des choses que l'on ingère. Bref, ce microbiote-là est hyper important, puis il va évoluer au cours de notre vie, puis en fonction de ce que l'on mange, où on vit, etc. Donc, quelles sont justement ces fameuses relations-là qu'on peut établir avec des micro-organismes? Je donne 3 exemples. Je vais commencer à l'envers. Là. Je vais commencer par celui-ci, le mutualisme. Parce que c'est le fun, on commence avec du positif. Le mutualisme, c'est lorsque les micro-organismes qui vivent sur vous ou en vous, eux profitent de vous, donc de la chaleur, de l'humidité, de la nourriture et de l'amour que vous leur donnez. Mais ces micro-organismes-là, eux aussi vous donnent quelque chose en retour. Donc, c'est mutuel, il y a un échange, c'est réciproque. Donc, certaines bactéries comme E. coli vont sécréter la vitamine K. La vitamine K vous aide, entre autres, lors de la coagulation. Donc, c'est quand même bien. Quand vous vous blesserez, je ne vous le souhaite pas, là. Et si vous vous coupez, puis vous coagulez normalement, bien, il y a peut-être une petite partie de E. coli là-dedans. C'est sûr que de la vitamine K, on peut en consommer dans nos aliments, mais E. coli peut participer à ça aussi. Bifidobacterium bifidus que l'on retrouve dans le yogourt. Vous pouvez écrire yogourt dans la petite ligne, là. Donc, cette bactérie-là dégrade des déchets issus du métabolisme du cholestérol et des sels biliaires. Donc, des substances que vous sécrétez en provenance de votre foie, entre autres. Donc, les sels biliaires, vous pourriez me dire, ben là, la bile, ça vient de la vésicule biliaire. Non, la vésicule biliaire, dans le fond, c'est juste un sac de réserve où on retrouve la bile, les sels biliaires, mais tout ça est fabriqué par le foie, peu importe. Donc, cette bactérie-là va nous aider à métaboliser certaines structures libérées par la bile. Donc, il y a un aspect positif là-dedans. On pourrait parler aussi de l'effet barrière. Donc, l'ensemble du microbiote du gros intestin vous protège contre des bactéries pathogènes. Donc, si vous avalez un peu de Clostridium, un peu de Salmonelle, un peu de Shigella, si c'est en quantité limitée, puis vous avez une santé normale, vous devriez être correct. Une trop grande quantité de salmonelle, même si vous êtes en parfaite santé, salmonelle va prendre le dessus et vous allez être gravement malade. Justement, salmonelle, c'est quel genre de relation qu'on établit avec? Crayon de la misère. Parasitisme. Donc, dans le cas du parasitisme, là, il y a un débalancement. Ce qui arrive, c'est que c'est le micro-organisme qui, lui, tire avantage de vous, mais non seulement il tire avantage de vous, mais il vous nuit. Donc, c'est négatif pour vous. Donc, un parasite va se nourrir de vous. Littéralement, des fois, ça peut être vous, la source de nourriture. Vous pouvez nuire à l'absorption de nutriments par votre système digestif, peut s'en prendre à votre système immunitaire. Bref, quand on a une maladie, COVID-19, grippe, rhume, gastro, toutes les ITSS, un ver parasite, des infections protozoaires, tout ça, c'est du parasitisme. Le micro-organisme profite de vous. Vous n'en tirez absolument rien. Puis, éventuellement, mais ça, vous allez avoir des symptômes, vous pouvez avoir une maladie. Puis dans les pires cas, ça peut être dangereux, peut-être même mortel. Mais on s'entend que c'est quand même l'exception. La plupart des micro-organismes, de un, ne nous rendent pas malades. Une certaine partie nous rend malades, puis très peu d'entre eux peuvent être dangereux au point où ils seront mortels. Le troisième, le commensalisme, ça, c'est, moi je les appelle les passagers. Donc, ce sont des micro-organismes qui vivent sur vous ou en vous, ne vous causent pas de problème, puis en même temps, eux, ils profitent de vous. Donc, ils profitent de la chaleur, de l'humidité sur votre corps, mais ils ne vous causent pas de trouble.
Des fois, l'exemple, la comparaison que j'aime faire, là, imaginez que vous faites un party chez vous, OK, en respectant les consignes de santé publique là, pour la COVID, mais peu importe. OK? Supposons qu'on est dans une période normale de nos vies, là, puis on fait un party. OK? Mutualisme, ça, c'est vos amis qui vous aident, qui amènent de la bouffe, qui amènent de l'alcool, ou autre boisson. On partage, disons, les frais de ce que ça coûte, tout ça. Ils vous organisent pour faire un setup pour la musique et tout. Ça, c'est du mutualisme. OK? Commensalisme, ben ça, c'est le gars tranquille qui arrive au party, qui va s'asseoir tranquille dans un coin, qui va peut-être prendre une bière, puis qui va manger vos chips. Comme tel, il ne vous dérange pas. Okay? Il est juste là, il profite de l'ambiance, puis il n'y a pas trop de trouble. Mais le parasite, ça, je suis sûr que vous en avez dans la tête. Okay? C'est les personnes qui vont arriver, qui vont être trop bruyantes, qui vont déranger, qui vont consommer votre alcool puis votre bouffe, qui vont vomir partout, qui ne ramasseront pas. Bref, des parasites. Okay? Peut-être qu'ils n'étaient même pas invités en plus, les parasites, puis ils se sont présentés pareil. Okay? Donc, parasites, rien de positif. Fait que retenez. Ah oui, j'ai oublié de dire. Quand je parle de la microflore permanente ou transitoire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des micro-organismes donc, qui vont vivre sur nous de façon permanente, sur nous ou en nous. Okay? Idéalement des commensaux, donc organismes qui font du commensalisme, puis ceux qui font du mutualisme. Okay? Donc, il y en a des commensaux qui vivent tout le temps sur nous. Donc, ça, c'est la microflore permanente. Okay? Sur ma peau, j'ai sûrement des staphylocoques ou des streptocoques qui vivent sur moi depuis presque que je suis né. Puis, ben, pour l'instant, je n'ai pas trop de troubles. Okay? Mais d'autres pourraient s'établir seulement de façon transitoire. Ça, c'est par exemple, je touche une poignée de porte, donc les micro-organismes qui étaient déjà là-dessus vont être sur mes doigts. Mais dès que je vais prendre une douche, dès que je vais me laver les mains, puis on se les lave souvent les mains, là, ces micro-organismes-là vont partir. Donc ça, c'est transitoire. Même chose si, je ne sais pas moi, vous allez aux pommes, vous mangez des fruits, peu importe, mangez quelque chose, bien, il y a sûrement des micro-organismes sur les fruits, sur les légumes, peu importe ce que vous mangez. Il ne faut pas s'en faire avec ça, c'est normal. Donc, il y a certains de ces micro-organismes-là qui vont peut-être s'établir au niveau de votre bouche, dans votre estomac, votre intestin, mais ils vont y rester très peu de temps. Donc, ça, c'est transitoire. C'est une différence assez importante. Certains micro-organismes, par exemple, qui sont transitoires, pourraient finir par devenir permanents. Surtout, par exemple, après la prise d'un antibiotique, il y a moins de compétition. Donc, des bactéries qui peut-être ne se seraient pas établies dans votre corps de façon normale et permanente, mais là, ils profitent du fait qu'il n'y ait pas de compétition, puis ils s'installent. Mais bon, permanent, le nom le dit, c'est ceux qui vivent tout le temps avec vous, puis transitoire, ben, ils sont de passage. Transitoire, malheureusement, si je touche une poignée de porte, puis il y avait de la, je sais pas moi, on va envoyer dans des affaires dégueulasses, il y avait quelqu'un qui a eu la gastro, puis qui ne s'est pas lavé les mains en sortant de la toilette, a mis sa main sur la poignée de porte. Moi, je mets ma main sur la poignée de porte, mais oui, ça va être transitoire, mais je vais peut-être avoir des conséquences négatives de ça. Peut-être que je vais être malade aussi. L'autre, ça c'est particulier. La relation insidieuse. On a toute une anecdote à compter là-dessus. Relation insidieuse, ce que ça veut dire, c'est que avec un micro-organisme, vous établissez une relation qui est pas dangereuse pour vous, mais qui peut être dangereuse pour les autres. Une relation de même sur Facebook, on dirait que c'est compliqué. Donc, relation insidieuse, l'exemple qu'on a, c'est l'exemple classique qu'on voit tout le temps en épidémiologie puis en microbiologie, c'est typhoïde Mary. Quand tu finis par avoir un surnom de maladie, c'est parce que tu as été problématique. Donc, pensons à cette dame-là, parce qu'elle n'a pas dû avoir de plaisir là-dedans. Là. Donc, elle s'appelait Mary Mallon, une Américaine. Puis elle était porteuse, puis ce n'était pas de sa faute, d'une bactérie qui cause la fièvre typhoïde, donc c'est une salmonelle. La salmonelle, normalement, là, pour la très grande majorité des humains, si vous avez cette bactérie-là en vous, vous allez avoir des diarrhées, vous allez être malade. Dans les pires cas, vous allez en mourir, d'une déshydratation puis de troubles gastriques. Donc, c'est une maladie épouvantable. Mais Mme Mallon, elle n'était pas affectée du tout. Le problème avec ça, c'est que son travail, elle travaillait au départ dans chez des familles riches, dans certaines villes, faire le ménage, préparer la bouffe, c'est là qu'était le problème. Donc, elle travaillait chez des familles comme ça. En faisant la nourriture, ben, veut pas, si par exemple elle n'avait pas une hygiène des mains adéquate ou, je sais pas moi, peu importe,
contaminait la nourriture, ben, les personnes qui consommaient cette nourriture-là étaient malades et il y en a eu quelques personnes, je pense que c'est 3 au départ, là, qui sont décédées. C'est malheureux. Il y a des études qui ont été faites, donc on constatait que les personnes étaient décédées de la typhoïde, puis on a réalisé qu'il y avait peut-être un lien avec Mme Marlin. On a fait des tests chez elle, puis on a vu qu'elle était porteuse de la bactérie. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a placée à l'hôpital quelque temps. On l'a retirée de son milieu de travail. Je veux dire, elle n'a pas été accusée de rien, c'était pas de sa faute, quand tu ne le sais pas. Mais là, ce qui est arrivé, puis là, c'est elle, Mme Marlin, que l'on voit ici. Faire un zoom. Donc, quand elle a quitté l'hôpital, après sa quarantaine, là, il faut se mettre dans le contexte aussi, à l'époque, quand ça s'est arrivé, les antibiotiques n'étaient pas encore utilisés. C'est pas encore découvert, pas encore commercialisé. C'était pas juste le fait, on n'aurait pas pu juste dire, OK, ben prenez de la pénicilline pendant 10 jours, puis votre salmonelle, quoique la pénicilline n'aurait pas fonctionné contre une bactérie gramme moins. Bref, prenez un antibiotique X contre la bactérie de la salmonelle, puis vous allez être correct. Peut-être qu'elle aurait pu, à ce moment-là, reprendre son travail. Mais là, elle quitte l'hôpital. Comme n'importe qui, elle doit travailler, gagner sa vie pour pouvoir elle-même se nourrir. Elle essaie différents jobs, différents travaux, ça ne marche pas. Et elle décide de retourner travailler dans des cuisines, ce qui n'est pas une bonne idée. Puis pour ça, trouver du travail aussi, elle va changer de nom. Fait que c'est dur de faire le suivi. Puis là, elle va aller travailler dans une cuisine, mais dans une cuisine en hôpital. Fait que là, tu as encore plus de patients vulnérables. C'était pas les meilleurs choix de carrière, on va le dire comme ça. On a découvert ou redécouvert que c'était encore elle qui était porteuse de la salmonelle. Elle a été maintenant, à ce moment-là, replacée à l'hôpital. Il aurait pu quasiment la mettre en prison, là, parce que quand tu le sais, c'est rendu presque criminel. Mais bon, je ne suis pas dans le contexte, je ne veux pas juger. Mais ce qui est arrivé, donc on l'a mis à l'hôpital, puis elle a passé le reste de ses jours-là. Elle est morte à l'hôpital, je pense, à 65 ans d'une autre infection qui n'avait même pas rapport, je pense, avec sa typhoïde. Fait que, bref, toute une histoire quand même, là, mais ça, c'est une relation insidieuse. Donc, vous êtes porteur d'une infection, vous ne le savez pas. Jusqu'à un certain point, si on veut le ramener à 2020, là, on pourrait dire que les personnes, par exemple, qui sont des porteurs asymptomatiques de la COVID-19, ben, ont une relation insidieuse. Parce qu'eux ne le savent pas, sont porteurs, n'ont pas de symptômes, mais peuvent être des vecteurs quand même. Donc, ces personnes-là, quand elles vous parlent, quand elles toussent ou éternuent en votre présence, ou du moins dans un environnement où vous êtes près d'elles, mais vous pourriez être contaminé par cette personne-là. Puis, jusqu'à un certain point, ce n'est pas de sa faute. Elle ne le sait pas. Quand tu as les symptômes, c'est plus facile. Tu vas te faire tester, on te le dit si c'est positif ou non. Tu restes à l'hôpital ou tu te places toi-même en quarantaine à la maison. Puis, à ce moment-là, ben, tu as le temps d'éliminer le virus. Ton système immunitaire va faire le travail. Donc, c'est pas un problème. Mais le trouble avec le coronavirus qui cause la COVID-19, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont asymptomatiques, surtout on va dire des jeunes, là. Donc entre adolescents jusqu'à, on va dire, 40 ans. Donc, c'est plus compliqué à ce moment-là de savoir si vous êtes porteur et si vous représentez un risque pour les autres. C'est pour ça qu'on insiste sur la distanciation sociale. Donc, même si tu ne le sais pas, si tu es porteur, au moins si tu es à 2 mètres de quelqu'un, tu as moins de chances de la contaminer, cette personne-là. Si tu portes un masque, tu as moins de chances de projeter des gouttelettes qui, elles, pourraient contenir le virus. Donc, il faut tenir compte de ces autres moyens-là, même si on est asymptomatique, parce qu'on peut quand même être un vecteur. Ça termine ce petit mini-chapitre. 3 définitions à ajouter à votre glossaire. Vous pouvez compléter aussi avec ces questions-là dans le renforcement des acquis. S'il y a des questions sur le chapitre, ne vous gênez pas. Je vous invite aussi à aller voir le lien où tapez Typhoïde Mary là, sur Google, puis allez voir l'information là-dessus. Lisez son histoire, c'est quand même un peu intéressant là, de voir chez qui elle a travaillé, qu'est-ce qui est arrivé, puis tout son parcours. Bref, c'est quand même particulier. Donc, je vous laisse là-dessus. Bonne journée.